et pré-retraités, AQDR, section Québec, est fier de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je me présente, je suis Judith Gagnon, présidente de l'AQDR Québec. On continue vraiment très contente là, d'être avec vous. Je vous parle rapidement de notre mission. C'est une mission de défense collective des droits des personnes aînées et on a développé des services juridiques, administratifs et psychosociaux pour les aînés qui ont besoin d'aide pour sortir à un moment donné de différentes situations. Ça fait 3 émissions qu'on parle de pauvreté des aînés et de revenus décents. C'est important, vous voyez l'inflation, la montée des prix partout, et les aînés, ils n'ont pas la richesse extrême, là. Il n'y a pas des gros revenus là, qui arrivent à eux. Alors, cette fois-ci, nous sommes en plein cœur du débat sur la pauvreté et nous allons recevoir avec nous Madame Virginie Larivière, qui est porte-parole et responsable de l'organisation politique du collectif pour un Québec sans pauvreté. Québec sans pauvreté, là, si vous le connaissez pas, c'est un regroupement extrêmement important d'organisations dont la mission est la lutte à la pauvreté, la défense des droits et la promotion de la justice sociale. Alors, bonjour, Madame Larivière. Bonjour, Madame Gagnon, ça va bien? Très, très bien. Alors, on va procéder là, comme prévu. Je vais vous poser quelques petites questions. Madame Larivière, quels sont les indices de pauvreté et les impacts? Oui, ben c'est une grande question, mais c'est une question super importante. Hein. Qu'est-ce que la pauvreté? Comment on la mesure? Il y a vraiment des implications dans le quotidien des gens quand on parle d'indicateurs de pauvreté et de quel indicateur on va choisir pour en parler. Il y a plusieurs indicateurs qui existent pour parler de la pauvreté puis pour essayer de la mesurer. Celui qui je dirais qui est le plus connu, c'est la mesure du panier de consommation qu'on va appeler la MPC. La mesure du panier de consommation, c'est un indicateur qui représente un panier. Vous pouvez imaginer un panier d'épicerie, là, un panier de biens et services. Donc, dans notre panier d'épicerie, on va mettre l'ensemble de ce que ça prend pour couvrir les besoins de base. Alors, les besoins de base, là, on parle évidemment du logement, de la nourriture, du transport, des vêtements, puis de tous les autres besoins essentiels. On peut penser à un téléphone, tout ce qui concerne la télécommunication, Internet aujourd'hui, c'est considéré comme un besoin essentiel. Les loisirs, les assurances. Bon, tout ça, ça représente les besoins de base, les besoins essentiels. Puis c'est dans le panier de la MPC, la mesure du panier de consommation. Donc, on évalue, aujourd'hui en 2022, là, on évalue que pour une personne qui habite seule à Montréal, ça prend 21 500 $ pour arriver à avoir le panier de consommation qui est qui représente la couverture des besoins de base. OK. Donc, ça, c'est le premier indicateur. C'est un des plus importants. Puis, je vous explique pourquoi. Ça fait très longtemps qu'on s'en sert. Ça fait depuis le début des années 2000 qu'on se sert de la MPC pour parler des besoins de base. Sauf que nous, en tout cas au collectif, on pense que couvrir ses besoins de base, c'est pas sortir de la pauvreté. Une fois qu'on a couvert nos besoins de base, c'est très bien. On ne compromet plus sa dignité, sa santé, son espérance de vie, mais on peut pas vraiment considérer qu'une personne est sortie de la pauvreté. Et ce qui est important de savoir, c'est que depuis 2017-2018, le gouvernement fédéral a adopté la MPC comme étant le seuil de pauvreté au Canada. Alors ça a des impacts vraiment réels parce que, quand on regarde les chiffres, le nombre de personnes aînées, par exemple, mais les personnes de façon générale au Canada, quand on regarde qui est en situation de pauvreté, on s'aperçoit que sitôt qu'une personne gagne $1 de plus que la MPC, elle disparaît de la compréhension qu'on a des phénomènes de pauvreté puisque le gouvernement a adopté la MPC comme étant le seuil de sortie de pauvreté. Je comprends, ça veut dire qu'il y en a moins qui apparaissent. Exactement, c'est ça. Et elles n'apparaissent plus, en fait. Alors, le Canada va se dire,
très fiers de lui. Le Canada va depuis l'adoption de la MPC comme seuil de pauvreté, le Canada a tendance à dire et à mettre de l'avant que il y a beaucoup moins de personnes en situation de pauvreté, notamment les personnes âgées. Si on utilise la MPC pour calculer, là, par exemple, le nombre, en termes de pourcentage, le nombre de personnes aînées qui sont en situation de pauvreté, le Canada va dire qu'entre 2016 et 2017, il y a eu une réduction. On est passé de 4,9 de personnes aînées en bas de la MPC à 3,9 Alors, le Canada fait bonne figure. Sauf que si on regardait d'autres indicateurs, parce que je le disais tantôt, il y a d'autres indicateurs qui nous parlent de la pauvreté, si on prenait un autre indicateur, puis là, je vais vous parler de la mesure de faible revenu 50, puis la mesure de faible revenu 60. La mesure de faible revenu, qu'est-ce que c'est? C'est la médiane. Alors là, la médiane, en fait, là, pour vous expliquer très rapidement ce que la médiane, c'est le revenu du milieu. Alors, dans une société comme le Canada, on va placer en ordre croissant tous les revenus, donc du plus petit au plus élevé. Donc, par exemple, d'une personne assez sociale à un richissime homme d'affaires, par exemple, et là, on va les placer en ordre croissant. Ouais. Et la médiane, c'est le revenu de la personne du milieu. Et donc, la MFR 50, c'est 50% de la médiane. Donc, une personne qui aurait 50% de la médiane, du revenu médian, serait donc en train de sortir de la pauvreté ou considérée hors de la pauvreté. Et la MFR 60, là, c'est 60% de la médiane, ce qui est évidemment un peu plus élevé que la MFR 50. Okay. Là, tantôt, je vous disais que si on regardait juste avec la MPC, que le Canada faisait de bonne figure, parce que le nombre de personnes aînées était sorti de la pauvreté parce qu'elles n'apparaissent plus dans le bilan. Si on utilise la MFR 50, en fait, on aperçoit que le taux des personnes âgées en situation de pauvreté a augmenté pour la même période, 2016 et 2017. Vous voyez, le pourcentage est passé de 12,2 en 2012 à 15,4 en 2017. Donc, il y a eu une diminution du nombre de personnes pauvres si on regarde la MPC, mais il y a eu une augmentation du nombre de personnes âgées en situation de pauvreté si on regarde la MFR 50. Donc, vous voyez toute l'importance d'utiliser les bons indicateurs quand on parle de pauvreté, c'est très important. Mais est-ce que c'est discuté, ça, au fédéral pour dire que peut-être le MPC, ça marche pas parce que ça maintient la pauvreté ou c'est pas du tout discuté puis ils maintiennent ça? Je pense que c'est discuté. En tout cas, ils sont très certainement au courant des effets que ça a d'utiliser la MPC parce que je crois pas que je pense que c'est une décision qui est politique. Je pense que ça avantage le Canada, en tout cas dans son discours, parce que le Canada, dans son discours, peut dire regardez, selon le seuil de pauvreté de la mesure du panier de consommation, le Canada fait bonne figure, le nombre de personnes âgées en situation de pauvreté a diminué, donc on poursuit dans cette veine-là. C'est pas par hasard que le Canada a choisi la MPC. Par ailleurs, le Québec a aussi tendance à avoir recours à la mesure du panier de consommation pour parler de sortie de pauvreté. Alors nous, au collectif, on se fait un devoir de marteler le message que la MPC, ce n'est que la couverture des besoins de base, que c'est pas suffisant pour dire qu'une personne est sortie de la pauvreté. Par ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont pas la couverture des besoins de base. Si on pense, par exemple, aux travailleurs au salaire minimum à temps partiel, si on pense aux personnes assistées sociales, ces personnes-là sont très loin de la couverture des besoins de base. Donc, c'est comme si, pour nous, la MPC, c'était comme le premier stop à faire. Il faut d'abord que tout le monde puisse au moins couvrir ses besoins de base. Dans une société riche comme la nôtre, c'est vraiment le minimum qu'on devrait offrir. Mais après, il faut penser à la sortie de pauvreté. Parce que c'est pas vrai que quand on couvre nos besoins de base, on peut dire qu'on est sorti de la pauvreté. Est-ce que vous avez des exemples de personnes aînées? Parce que quand tu vieillis, tu peux pas retourner au travail tout le temps. Puis tu as aussi peut-être certaines petites maladies chroniques ou des services que tu es obligé d'avoir en surplus. Donnez-moi donc, si vous en avez, des exemples de pauvreté des aînés.
Ben oui, ben là, hier, je me préparais à cette entrevue, fait que j'ai appelé mon ami O'Neill Duguay, qui est un militant qui habite dans le coin de Thetford Mines, qui est un militant qui siège à plein de tables, à plein de groupes, qui est notre délégué de la région Chaudière-Appalaches aussi au collectif. O'Neill, en fait, il y a 70 ans maintenant, donc et il était à l'aide sociale avant d'arriver au régime de soutien du revenu pour les personnes aînées. Il était à l'aide sociale, donc lui, il a très clairement aperçu une bonification, en tout cas une très nette amélioration de ses revenus quand il est passé de l'aide sociale au supplément de revenus garantis puis à la sécurité de la vieillesse. Assurément, là, son revenu a nettement augmenté. Mais ce qu'il m'expliquait, par exemple, c'est que il y a plein de choses qui étaient il y avait comme une mini-assurance. Hein. Il y a quand même des services qui sont couverts à l'aide sociale, là, par exemple les services de dentiste, les lunettes. Bon, il y a toutes sortes de prestations spéciales qui viennent avec l'aide sociale. Puis on s'entend, les prestations spéciales à l'aide sociale, c'est vraiment pas la fin du monde non plus. C'est vraiment toujours les services minimums, les montants minimums qui sont offerts. Mais c'est quand même ça qui est offert, alors que quand on a les prestations liées à la vieillesse, on n'a plus ces assurances-là. Alors, O'Neill m'expliquait hier que là, récemment, en fait, il a dû changer les corrections pour ses chaussures. Il est allé chez le dentiste pour se faire enlever une dent puis nettoyer le reste. Il a dû changer ses lunettes. Alors ça, c'est des grosses dépenses qui sont pas qui sont pas couverts. Alors, on peut se demander pourquoi au Québec, on n'a pas un filet social qui nous offre une couverture des soins dentaires, des soins de la vue, des prothèses aussi pour les chaussures. Parce que là, ça, c'est des dépenses nettes que les personnes doivent faire. Alors que même s'il a amélioré son revenu, il est quand même, comme je le disais tout à l'heure, là, juste au-dessus de la MPC, de la mesure du panier de consommation. Donc, il couvre tout juste ses besoins de base. Donc, dès qu'il y a une grande dépense à faire, comme des soins dentaires, de la vue ou des prothèses pour ses souliers, il n'y arrive pas. Là, il se retrouve dans le rouge. Là, sitôt qu'il y a une dépense à faire de ce type-là, ou un imprévu aussi, hein, ça arrive, des imprévus. Fait que et O'Neill me racontait que dans son réseau à lui, il connaît des personnes âgées qui, par manque de revenus, sont obligées de couper sur des médicaments à prendre ou sur de la nourriture, ou des gens qui vont prendre un médicament sur deux parce qu'ils n'arrivent pas à payer l'ensemble de leur facture de médicaments. Donc ça, c'est dramatique là, dans la vie des personnes. C'est extrêmement difficile. Est-ce que votre monsieur O'Neill ou vous-même, vous avez perçu ce que nous, on a perçu avec l'avancée en âge? 70 ans, c'est pas très vieux, mais avec l'avancée en âge, les gens qui avancent puis qui arrivent vers 80 ans, ils peuvent pas se payer des résidences privées pour aînés. Ils vont où, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont de l'argent suffisamment pour aller à quelque part où ils demeurent tout le temps dans leur logement, puis des fois, ils ont du soutien à domicile, des fois moins. C'est quoi leur situation? Parce qu'avec l'avancée en âge, il faut penser que 70 ans, OK, mais tu avances en âge. Est-ce que vous avez vu quelque chose face à ça? Là, là-dessus, j'ai très peu de données. Moi, ce que j'ai relevé, en fait, là, sur cette idée-là là, des gens qui avancent en âge, et qui nous inquiète au collectif, là, qu'on a relevé notamment à la dernière mise à jour économique du Québec, en fait, c'est cette tendance-là que le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement fédéral ont d'offrir un meilleur filet de revenus, un meilleur soutien de revenus aux personnes âgées de 70 ans et plus ou de 75 ans et plus. Oui. Alors que normalement, tu sais, on s'entend pour dire que, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. On a le droit d'avoir accès à certaines prestations à l'âge de 65 ans. Mais là, le gouvernement fédéral, en tout cas, très clairement, ils ont annoncé, là, dans leur dernière mise à jour, eux aussi, qu'ils veulent mettre en œuvre, là, pour 2022. Ils veulent augmenter de 10 la sécurité de la vieillesse. Mais pour les aînés de 75 ans et plus seulement. Puis au Québec, dans la dernière mise à jour de novembre 2011, donc on peut peut-être penser que dans le budget qui sera déposé le 22 mars, là, ils vont l'annoncer, mais eux, ils prévoyaient une bonification
de 191 $ du crédit d'impôt remboursable pour le soutien des aînés, mais pour les aînés de 70 ans et plus. Donc ça nous, on se préoccupe de ça parce que c'est comme un drôle de casse-tête. Pourquoi les gens de 65 ans et plus n'auraient pas droit à ces prestations-là? Elles sont à la retraite, ces personnes-là, donc on comprend mal cette espèce de nouveau barème en âge là, pour donner des prestations. Vous avez parfaitement raison, parce qu'on s'y comprend plus, puis comme vous dites, pourquoi 75 ans, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais nous, à la QDR, ce qui nous fait faire, on a des craintes. C'est vraiment là, ce que je vous ai dit, Virginie, avec l'avancée en âge, même s'ils ont un petit peu plus, ils n'ont jamais assez pour avoir un hébergement adéquat. Ah ben ça c'est sûr. Mais ça, il faut se poser des questions sur les actions du gouvernement par rapport à la question du logement. Hein? Puis de façon générale, au Québec, on vit plusieurs crises du logement, que ce soit le taux d'inoccupation qui est très bas, la hausse des prix du loyer. Puis on a vu avec la pandémie comment les services dans les RPA, dans les CHSLD ont été tellement mis à mal avec les politiques d'austérité dans les 10 dernières années, si c'est pas les 30 dernières années. On voit là qu'il y a certainement des lacunes et il faut que le gouvernement en prenne acte et agisse. Tu sais, on attend des mesures pour venir pallier à l'effritement du filet social là, pour les personnes âgées qui ont vécu l'hécatombe dans la première vague de la pandémie. On le redit souvent, on a tendance à vite passer sur ce qui est arrivé dans la première vague de la pandémie, mais c'est dramatique et c'est pas normal que ce soit arrivé dans une société riche comme la nôtre. Vous avez parfaitement raison, mon Dieu, on s'entend sur beaucoup de valeurs. Mais écoutez, là, je vais vous parler. Nous, on remarque aussi qu'avec la pauvreté, il y a les gens qui ont moins de revenus, qui ont un contexte difficile, social difficile, leur santé se trouve amoindrie. Avez-vous constaté ça? Ben ça, c'est sûr. Ça, c'est plutôt bien documenté même que les personnes qui sont en situation de pauvreté longtemps, hein, parce que bon, je veux dire, on peut passer une année, par exemple, en situation de pauvreté puis bien s'en sortir après. C'est souvent le cas, par exemple, des étudiants. Mais quand on est très longtemps en situation de pauvreté, puis bon, ça dépend aussi à quel niveau de pauvreté on parle. Hein. Quand je pense, par exemple, aux personnes assez sociales qui ont la moitié de la MPC, là, de la mesure du panier de consommation, les personnes assez sociales qu'on dit au travail, elles sont à 50 % du panier de consommation. Bien, si on est à l'aide sociale quelques années, c'est sûr, c'est une assurance qu'on va écoper sur notre santé. C'est très, très bien documenté par les directions de santé publique de partout au Québec. Quand on regarde la différence, par exemple, entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres à Montréal ou à Québec, on voit une nette différence, non seulement dans le revenu annuel des gens, mais dans leur état de santé puis dans leur espérance de vie même. Ah ouais. Oui, il y a presque 10 ans d'écart d'espérance de vie entre les personnes qui habitent des quartiers très défavorisés et les personnes qui habitent des quartiers favorisés. Alors, 10 ans d'espérance de vie, c'est énorme. Puis, des fois, quand on arrive à passer le cap là, de l'espérance de vie attendue d'une personne, mais ça veut pas dire que ces personnes-là vivent en santé non plus. On peut développer toutes sortes de problèmes de santé physique et mentale à cause de la pauvreté. On n'imagine pas à quel point c'est stressant, la pauvreté. Tantôt, je parlais de O'Neill qui me témoignait que lui, dans son réseau, il y a des personnes qui coupent dans leurs médicaments parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir l'ensemble de ce qu'elles ont besoin en termes de médicaments puis de nourriture. Donc ça a très certainement des impacts sur la santé, là. C'est indéniable. Alors, clairement, la pauvreté use les corps, use les têtes aussi, la santé mentale. Là, ça, c'est indéniable. Ce que vous avez dit tantôt, j'ai trouvé ça vraiment assez percutant. Pourquoi que les gens aînés qui arrivent à 65 ans, il n'y a pas comme sur l'aide sociale des choses payées qui restent, comme vous avez dit, là, parce que finalement, ça l'aiderait beaucoup, parce que quand tu vieillis, tu as encore plus de besoins. Oui. Qu'en pensez-vous?
au collectif, nous, on est d'avis qu'un filet social, tu sais, des dents, là, les soins dentaires, les soins de la vue, là, peu importe notre âge, on devrait tous et toutes avoir accès à des soins de qualité et accessibles. C'est pas normal, encore une fois, dans une société riche comme la nôtre, qu'une personne doive attendre, par exemple, des années pour se ramasser un petit pécule pour être capable de s'offrir des soins dentaires. C'est absurde, en fait, quand on y pense bien. D'autant plus qu'au Québec, on s'est doté de la carte soleil, d'un système de santé gratuit, universel, bon, qui est qui est mis à mal, évidemment, comme tout le reste, là, par les politiques d'austérité, mais l'idée était d'offrir à l'ensemble de la population du Québec des services de santé, des soins de santé, puis qu'on n'ait pas à se faucher puis à faire faillite parce qu'on a besoin de traiter un cancer, par exemple. Mais c'est absurde de penser que les dents sont pas partie de la couverture des soins de santé. Les dents font partie du corps. Hein? C'est sûr. Si t'en as pas, c'est un peu plus difficile. Ça, vous avez parfaitement raison parce que c'est important là, ce que vous avez dit là. Faut qu'il y ait quelque chose de filet social, d'acquis, même avec une petite augmentation quand les gens arrivent à 65 ans, ils pourront pas, à un moment donné, là, ça pète à quelque part. Puis vous l'avez dit, ils prennent plus leurs médicaments. Nous, on a beaucoup, Virginie, d'aînés qui vont maintenant chercher leur nourriture dans certains endroits. Ils sont plus capables, le prix est trop cher. Puis il y en a qui avaient des voitures, des vieilles voitures, puis ils étaient contents parce qu'ils allaient d'une place à l'autre, puis ils voulaient pas prendre l'autobus, pas parce qu'ils aimaient pas l'autobus, mais il y avait de la misère. Puis avec le prix de l'essence et tout ça, ils peuvent plus se promener. C'est rendu... c'est pour ça que c'est toujours, je trouve, puis je veux partager ça avec vous, c'est toujours les gens les plus pauvres qui ont des gros impacts de toutes ces questions-là. Absolument, mais ça c'est sûr. Hein? Puis quand par exemple les tarifs d'hydroélectricité augmentent, comme c'est annoncé, ben vous pouvez être sûr qu'en proportion du revenu, les personnes en situation de pauvreté vont dépenser pas mal plus que les personnes qui ont des moyens. Hein? Je reviens à mon exemple, imaginez là, de l'homme d'affaires millionnaire. Ben lui, même s'il y avait un château puis un palace puis 3 piscines à chauffer, ça va coûter moins cher en proportion de son revenu qu'une personne assistée sociale, par exemple, ou une personne qui est en situation de pauvreté, qui est dans un petit 3,5, mal isolé, ben c'est sûr qu'en proportion de son revenu, le revenu d'une personne assistée sociale, là, c'est 726 $ par mois. Là. Alors, c'est sûr que sa facture d'hydroélectricité va coûter pas mal plus cher à cette personne-là qu'à notre millionnaire. C'est indéniable. Si on revient, parce que je trouve que tout ce que vous dites, c'est drôlement intéressant, auriez-vous des recommandations à faire pour sortir de cette ornière-là? Oui, ben nous, au collectif, on a 5 cibles prioritaires qui sont des grandes cibles là, de principe, là, mais on pourrait retrouver toutes sortes de revendications sous ces grandes cibles-là. Mais nous, on pense que tout le monde dans notre société, là, dans une société riche comme la nôtre, tout le monde devrait au moins couvrir ses besoins de base. Là. C'est le minimum sur lequel nous, on mise. Il faut absolument que tout le monde puisse au moins couvrir ses besoins de base. Ensuite, on a une revendication sur le salaire minimum parce que on dit qu'il faut qu'une personne qui travaille 35 heures semaine, qui aujourd'hui, là, avec le salaire minimum actuel, une personne qui travaille à temps plein toute l'année, elle couvre tout juste ses besoins de base. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu limite. Si une personne doit s'absenter du travail parce qu'elle est malade, ben c'est sûr que cette semaine-là ou ce mois-là, elle va avoir du mal à couvrir ses besoins de base. Puis on le voit bien quand on regarde les demandes d'aide alimentaire dans les comptoirs, les banques alimentaires, on voit qu'il y a une augmentation là, de 40% des gens qui ont des revenus d'emploi qui vont dans les banques alimentaires. Donc c'est quand même préoccupant. On a une revendication sur le filet social, là, j'en ai parlé un peu dans l'entrevue. Le filet social, c'est important. Important et très intéressant. Oui. Et puis, on a une revendication sur la diminution des inégalités socio-économiques entre les plus riches et les plus pauvres, et une revendication aussi sur la question des préjugés, parce que les personnes en situation de pauvreté sont souvent victimes de préjugés.
Ben, c'est drôlement intéressant, Virginie, tout ce que vous nous avez parlé. Et puis, peut-être que je vous rappellerai prochainement parce que on va recouvrir cet item-là de situation financière des aînés. Mais je vous remercie énormément. C'est très apprécié. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, je reviens. Vous avez vu, ça a été intéressant avec le collectif. Nous avons eu auparavant 2 autres émissions sur la pension de vieillesse et le régime des rentes du Québec. Toutes ces émissions-là sont enregistrées sur notre site Internet de l'AQDR Québec. Tapez sur Google AQDR Québec et vous pouvez tout le temps appeler au 418-524-0437 poste 200 et on va vous orienter pour trouver quelqu'un là, qui va vous aider selon votre thématique. Alors, je vous rappelle que je vous indique que la prochaine émission, on a l'opportunité d'avoir Sol Zanetti, qui est le député de Jean Lesage, qui va venir nous parler de la situation des gens sur son territoire et discuter un peu aussi de la situation des aînés particulièrement. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous parler à la prochaine émission la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL. Communication. Culture. Le Mois Multi Festival d'art multidisciplinaire et électronique est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'Espace 400e, expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit? Consultez la programmation au moismulti.org. Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal. À moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Chien. Ciné Voyage présente Islande, On Charge, L'événement et Haute Couture.
Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Go ahead. Make my day. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca. Bien le bonjour, bienvenue à cette édition de Midi Jazz, édition du mercredi sur les ondes de